Je vais donner la parole à Guy de la Bretagne, ancien officier de cavalerie à cheval et expert en art animalier. Guy, c'est à toi. J'ai suivi avec beaucoup d'attention, beaucoup d'admiration et un peu de crainte l'intervention de Nicolas, de peur qu'il empiète sur mon domaine, ou pire, qu'il m'annonce des choses contradictoires. Non, ça devrait passer quand même. D'autant que je vais vous parler du cheval dans la sculpture animalière du 19e, mais je vais focaliser sur un groupe de sculpteurs qui n'est pas resté dans l'histoire de l'art. Quand je dis n'est pas resté, n'y est pas rentré, alors qu'ils sont tombés dans un oubli immérité. Et j'espère les faire revivre un tout petit peu à la fin de cette présentation. Alors, le 19e siècle a reçu en héritage les approches animalières et artistiques des siècles précédents, mais a choisi d'en faire table rase. Alors, longtemps, l'animal s'est présenté comme gibier pour l'homme prédateur, puis apprivoisé et élevé, il est devenu esclave de l'homme en mouvement pour le porter et le tirer. S'agissant du monde de l'art, l'animal n'a pas été mieux traité. Jusqu'au XVIIIe siècle, la hiérarchie des genres en peinture classait les œuvres d'art en plaçant au sommet la peinture d'histoire ou les peintures de bataille. Ensuite venaient les portraits et les paysages animés, et l'art animalier, malheureusement, se partageait la dernière place avec les natures mortes. Et j'en veux pour preuve cette réflexion d'un grand peintre de chevaux, John Lewis Brown, au début du XIXe siècle. Il disait, à raison, on insinue que peindre le cheval est la ressource des artistes médiocres. Je crois au contraire qu'il faut beaucoup de métiers et infiniment d'équitation. Ça, retenez-le. Toutefois, malgré la sorte de mépris que les peintres et sculpteurs, encore que les sculpteurs, il n'y en avait pas, alors c'est pas très grave, les peintres avaient pour l'animal en général et le cheval en particulier, bien, ils apparaissaient quand même dans des peintures de bataille en particulier, et également dans des portraits équestres. Alors là, je vais aller un peu vite, ça a déjà été évoqué. Sur les peintres de bataille, alors oui, c'est vrai, les chevaux apparaissaient, mais souvent caparaçonnés, et en tout cas en stéréotype, on dirait en pictogramme aujourd'hui, répartis sur le champ de bataille, mais ils n'avaient pas un côté individuel. Alors, voilà pour la bataille. Pour les portraits équestres, il en était autre chose. Alors là, je reviens un petit peu, et je ne complète pas, mais je vais dans le sens de Nicolas. Pour les portraits équestres, en tout cas sculptés, le cheval était le piédestal du prince ou du roi à représenter. Et également, il représentait symboliquement, il représentait le peuple. Donc, plus le prince est important, plus le cheval doit être large, le dos fort. Mais également le peuple qui réagit à l'indication du prince. Donc, vous remarquerez que chaque fois que l'animal est en déplacement, ou bien il est sur ses postérieurs
prêt à s'élancer, à galoper pour répondre à l'action de son cavalier, ou bien, quand il est au trot ou au pas, il relève le genou à l'excès, bien évidemment. Même chose, le cheval, s'il est le peuple, il est soumis au cavalier, au roi. Donc, il sera généralement encapuchonné et il aura cédé dans sa nuque et dans sa mâchoire. Voilà, donc, au total, ce cheval sculpté, hérité de l'Antiquité et de la Renaissance, semble être un croisement de bidet flamand croisé avec un postier breton. Bon, donc en fait, tout sans une représentation du cheval, sans un portrait de cheval. Tout ce qui intéresse, c'est que ce cheval soit le faire-valoir du prince qui le monte. Alors, le 19e siècle, qui est décrit à raison comme le siècle d'or pour la peinture et la sculpture de chevaux, va changer du tout au tout. Je vous ai dit, ils ont fait table rase. Parce qu'effectivement, pour simplifier, le cheval était qu'un accessoire, un compagnon de l'homme, mais il restait toujours en retrait. Cette fois, le cheval va passer au premier plan. Le cheval va être représenté pour lui-même, indépendamment de l'homme. Et quand l'homme apparaît, et on le verra, eh bien, ça sera l'homme qui sera en retrait. Alors, le 19e siècle profite de contextes favorables. D'abord, le travail des naturalistes, Buffon et Cuvier, a énormément joué pour la condition animale, la découverte et la condition animale, si bien qu'on peut presque dire les travaux de Cuvier sont à la condition animale ce que la Révolution est au droit de l'homme. C'en est là. C'est-à-dire que vraiment, maintenant, l'animal, et en particulier le cheval, va être représenté en tant que tel. La multiplication des jardins zoologiques, rappelons-nous Barry étant au Jardin des Plantes à faire des croquis, à prendre pour modèle, alors pas forcément des chevaux, hein, des fauves, et également à en faire des dessins pour avoir la longueur des segments. Donc là vraiment, on vient sur une représentation naturaliste. La mode de l'orientalisme ramenée dans les bagages de Napoléon, de ses savants et de ses artistes, a introduit donc le cheval arabe. Et on verra que cet orientalisme, mêlé au romantisme de l'époque, va être un sujet de beaucoup de représentations sculptées. Les travaux de George Stubb, le premier, sans doute un des plus grands peintres de chevaux, qui disséquait les chevaux morts pour en comprendre et visualiser le squelette, certes, mais également la musculature, son orientation et ses points d'application. Donc c'est vraiment une recherche vraiment scientifique. Et alors, pourquoi Stubb arrive jusqu'en France ? Parce que, après la chute de Napoléon, et pour quand même presque un siècle, hein, on est devenu pote avec les Anglais. Oui, bon, oui, en fait, à chaque fois qu'une révolution chassait quiconque, il partait en Angleterre, il était bien reçu d'ailleurs. Et puis après, on échangeait, il revenait, puis c'était l'autre qui partait en Angleterre. Donc en fait, on a ramené d'Angleterre une passion du cheval, ça c'est certain, les courses, parce que les courses ont une large avance sur nous, mais et ça a permis la multiplication des hippodromes en France,
Et puis, oui, également, un engouement tout particulier pour la vénerie. Alors, la vénerie a commencé bien avant le XIXe siècle, mais elle était réservée aux princes. Elle n'était pas démocratisée. Alors que je dis démocratisée, non. Mais les bourgeois aisés participaient également à la vénerie. Et ça s'est multiplié. La multiplication des équipages a commencé au XIXe siècle. Tout ça fait que l'animal va être porté au premier plan. Je parle de l'animal en général, mais le cheval en particulier. Et alors, j'en veux pour preuve une peinture de Dreux qui représente un autre personnage qui a aidé au développement du cheval en France au XIXe siècle, Lord Henry Seymour, qui a créé le Jockey Club. Alors, Dedreux, notre ami Dedreux, en a fait un portrait et que je mets en comparaison, peint certes, avec ce portrait de Louis XIV. Voilà le portrait de Lord Seymour. On s'aperçoit que la vedette, c'est pas Lord Seymour. Il est à peine esquissé au fond et les chevaux ont pris la place. Je dirais même, alors ça c'est avant, c'est dans les années 55, mais ça me fait penser à l'origine du monde de Courbet. Là on pourrait dire l'origine du cheval. Parce que la jument nous présente son postérieur, bien souligné par le cordon de la couverture. Il est gonflé de Dreux. Donc, en clair, et maintenant on va passer plutôt sur la sculpture, l'animal et le cheval est représenté en tant que tel. Alors, pour schématiser, dans cette révolution, en quelque sorte, de l'expression des chevaux, il faut toujours des précurseurs. Alors, c'est schématique, mais c'est assez vrai. En peinture, il y en a eu 3. Carle Vernet, Eugène Delacroix, Théodore Géricault. C'est les 3 qui ont ouvert la voie. Et ensuite, il y a eu des suiveurs, mais c'est les 3 qui ont ouvert la voie, chacun un peu dans son domaine. L'orientalisme avec Delacroix, le cheval lourd et l'expressionniste avec Géricault, et puis le cheval anglais un peu élégant avec Carle Vernet. Voilà. J'en reste là pour la peinture, parce que là, si on part sur la peinture, on ne s'arrête plus. Pour la sculpture, il en a été de même. On a eu 3 précurseurs. Mais avant de parler de ces 3 précurseurs, je voudrais souligner une chose. La sculpture a ça de différent sur les autres arts plastiques, que ce n'est pas seulement l'expression d'un artiste qui fait l'œuvre, mais oui, l'expression de cet artiste avec la coopération de différents artisans que sont le mouleur, le ciseleur, le patineur et le monteur. Tous ces artisans regroupés sous un seul label, le fondeur. Donc, juger d'un bronze devient complexe parce que c'est juger de l'ensemble de l'œuvre. Alors, sur les 3 que je vais évoquer, les 3 précurseurs, eux, ils se sont pas posé de questions. Ils ont choisi de prendre à leur charge l'ensemble du processus de création, depuis l'œuvre en terre jusqu'au moulage, fonte, ciselure, patine, montage. Plus tard, on y reviendra tout à l'heure, d'autres artistes ont choisi de se lier
avec des fondeurs, et qui est cette espèce de coopération qui a plus ou moins bien marché. Pour certains, c'était parfait. D'autres ont cherché longtemps leur âme sœur pour tirer les bronzes. Voilà. Deuxième chose à rappeler, pour fondre un bronze, en gros, je le fais très rapidement parce que c'est très complexe, on a deux techniques. La technique du sable et la technique de la cire perdue. Le début du XIXe siècle était plutôt partisan de la technique du sable. La technique du sable permet plus de rectitude, de précision que la technique de la cire perdue qui, elle, pour des œuvres complexes, donne plus facilement le sentiment du mouvement. Mais puisque c'était le sable, que je vous donne un exemple qui, pour vous, cavaliers, arrivera à vous donner une image de ce que ça peut être. Lorsqu'un cheval ferré, bien sûr, galope sur une piste de Toubin-Clément, en sable fin légèrement mouillé, l'empreinte de son pied, de son fer, va s'inscrire dans la terre. Et cette terre, elle ne va pas remonter, et si on coule du bronze dans cette... eh ben on a un fer. Hein, et à faire d'une manière extrêmement précise. Alors, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, mais enfin voilà. Hein. Mais ce qui veut dire quand même que lorsque l'on fait, on coule un bronze au sable, il faut que ça soit des pièces élémentaires. Ce qui veut dire que l'artiste, lorsqu'il a fait son cheval, par exemple, eh bien, il va découper son cheval, je dirais, les jambes d'un côté, la terrasse de l'autre, et le corps, et peut-être la tête également. Et ça, on va les mouler et les fondre au sable. Et puis, le monteur sera chargé de ressouder les pièces ensemble en gardant bien les bons axes pour que la pièce soit conforme au modèle initial. Alors je ne viens pas sur la technique à cire perdue, qui est encore plus complexe, mais que je n'ai pas évoquée ici. Donc, nos trois précurseurs en matière de sculpture, c'est Antoine-Louis Barye, Christophe Fratin et Pierre-Jules Mène. Alors, les deux plus connus, c'est... Barye et Mène. Fratin a eu beaucoup de succès au départ. Il a eu une fin un peu compliquée parce qu'il a fait faillite. Enfin bon, donc lui a été un petit peu oublié, mais à tort, parce que je pense que c'était aussi un grand artiste. Alors, non, c'est pas ça du tout. Ah, évidemment, si je tiens dans le mauvais sens, ça ne marchera jamais. Alors, voilà Antoine-Louis Barye, Christophe Fratin et Pierre-Jules Mène. Alors, on a plusieurs remarques à faire. D'abord, le style est un style, mais ce qui était le style de l'époque, hein, romantique, croisé avec de l'orientalisme. C'était les deux mouvements qui touchaient le début du 19e, autant en peinture qu'en sculpture qu'en littérature. Et vous remarquerez que les trois chevaux, l'étalon turc de Barye, le cheval arabe attaqué par un boa et la jument et son poulain, sont des chevaux arabes. Et pour le romantisme, la sculpture de Christophe Fratin est inspirée d'un dessin de Géricault, donc, dont il se disait être l'élève, mais ils se sont tellement peu croisés que, à mon avis, c'est pas vrai. Enfin, il a copié Géricault, les dessins de Géricault.
Alors, ces trois artistes vont avoir un immense succès parce qu'ils avaient également inventé une chose, c'était la sculpture de cheminée. Jusqu'à présent, en sculpture, c'était d'abord souvent des sculptures monumentales. On demandait à un sculpteur de faire une sculpture monumentale. Là, non seulement c'était réduit et personnalisé, mais au XIXe, la montée d'une bourgeoisie industrielle et plus riche permettait à tout un chacun d'avoir sur sa cheminée un bronze pour répondre aux gravures anglaises qui étaient accrochées au mur. Donc, ces trois artistes auront un très grand succès et ils auront des suiveurs. Alors, j'en donne quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus. Par exemple, Isidore Bonheur. On connaît Rosa Bonheur, sa sœur, mais Isidore Bonheur était un très grand sculpteur de chevaux. Emmanuel Frémier, Pierre Le Nordez, Jules Moignez, Édouard de la Brière, Alfred Jacquemart. Enfin, je pourrais continuer. Et je ne mets pas trop de photos parce que là, si je commence, on n'en finit plus. Les thèmes qui sont abordés sont très variés, mais ce sont les chevaux arabes, on vient de le voir, le thème des courses, le thème de la vénerie, de l'élevage et les portraits de chevaux. Alors les portraits de chevaux, ça n'a plus rien à voir avec les portraits équestres, où le cheval n'était qu'un faire-valoir. Là, le portrait du cheval, c'est le portrait du cheval nu. Et s'il y a un cavalier, c'est son jockey, il a un droit, c'est de gagner la course et puis de se taire. Donc, réellement, c'est des portraits où on reconnaît le cheval. Le romantisme, en cette ou mi-19e, a quitté un petit peu Isidore Bonheur, Frémier, Le Nordez, Moignez. C'est plus tourné vers un réalisme où il copiait réellement des modèles de chevaux. Voilà. Et là, on a beaucoup de chevaux qui sont nommés. Donc, on sait qu'il les a fait des visus. Alors, le succès est total. Ces artistes-là ont vendu, même pas des centaines, des milliers de bronzes. Vous en avez peut-être sur vos cheminées, ou bien, quelquefois, c'est des tirages d'époque, ou bien c'est des tirages plus récents, parce que après la mort des artistes, des fonderies ont repris à leur charge l'édition de ces bronzes. Donc là, c'est par milliers que l'on a de ces bronzes. Ils ont remporté dans des salons ou des expositions des prix. Le succès commercial hier, aujourd'hui est total. Tout le monde est content. Non, pas tous. Il y en a qui n'y trouvent pas leur compte. Alors, c'est qui ? Les cavaliers, les veneurs et plus généralement les hommes de chevaux qui ne peuvent se satisfaire de ces sculptures imposées dans l'art officiel, qui sont beaux, qui sont léchés, mais qui ne sont pas les chevaux que l'on a dans ces boxes, dans un coin de pré ou dans un paddock. Alors, eux, ils se disent, le cheval n'est pas que carrosserie. Rejetant toute attitude figée, ils veulent accorder à son image le droit d'improviser, de s'irriter d'une mouche, de faire des écarts, de ruer, de tirer au renard, de se vautrer dans la paille de son box, en bref, de sentir le crottin. Et désespérant de voir cette approche prise en compte par l'art officiel, ils vont s'improviser artistes pour répondre à leurs propres exigences. Alors, on va faire une petite sociologie de ces artistes. Alors, ces artistes sont soit des aristocrates, et vous verrez, il y aura dans ces sculpteurs beaucoup de noms à particules, soit des grands bourgeois qui consacrent le meilleur de leur temps et de leur talent aux deux causes qui leur paraissent essentielles, l'art et le cheval. Alors, ils n'ont pas de soucis financiers, ils vivent de leur rente ou d'une industrie florissante.
d'ailleurs on disait des aristocrates à la fin du 19e, où ils ont de l'argent et ils dépensent, où ils n'en ont pas et ils s'endettent. Enfin, ce n'était pas un problème. Ils ne veulent pas faire commerce de leur art. C'est pas leur truc. Eux, ce qu'ils veulent, c'est représenter un cheval, une situation vécue, un clin d'œil à une attitude. Et ils en produisent 1 ou 2 par an qu'ils présentent à des expositions au Salon des artistes français. Si ça a du succès, ils en tirent 3, 4 pour eux, pour la famille, pour les amis. S'il y a vraiment beaucoup de succès, ils en font éditer quelques-uns. Mais il y en a toujours très peu. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vous disais qu'ils sont totalement oubliés. Ils sont peu nombreux, ils produisent peu. Dès leur mort, le temps ingrat se charge de les faire oublier. Alors, d'autant que eux pratiquent assidûment la vénerie, le monde des courses, l'élevage, donc ils ont les modèles pour leur travail. Alors, quelques noms comme le comte du Passage, le prince Troubetskoy, Tourguenieff, Gaston d'Illiers, on va les voir, ils ne sont pas si nombreux que ça au fond. Et toutes leurs œuvres seront des clins d'œil à des situations vécues. Alors ils veulent, ces artistes, hommes de chevaux, ne prétendent pas bouleverser la représentation de la sculpture animalière. Ils n'échafaudent d'aucune théorie, mais cherchent à restituer tout simplement des attitudes et des sensations. Ils veulent capter le mouvement, la vitesse, faire ressentir le vent, le froid ou la fatigue. Ils veulent exprimer et donner une réalité concrète à des termes équestres dont notre vocabulaire courant a bien du mal à trouver une définition, comme l'équilibre, comme la légèreté, comme l'impulsion, l'engagement, la rétivité, tous ces subtils sentiments qui font le quotidien des cavaliers confirmés et que nos artistes connaissaient si bien. Finalement, ils ne veulent que exprimer la vie. Alors, je vais donner quelques exemples, mais au fond, ce ne sont pas des exemples. Je vais vous raconter des histoires. Ce cheval Cobb est d'un sculpteur, Gaston d'Illiers, donc tout à fait dans le type des gentils aristocrates du côté d'Orléans. Il avait une propriété, il élevait des chevaux, il était juge de concours de chevaux, il montait bien sûr, voilà. Et ce type de cheval, quand on rapporte au cheval de Louis XIV tout à l'heure, c'est typiquement, et vous allez le comprendre, vous êtes déjà allé à des chasses à courre. Lorsque vous allez au rendez-vous, il y a certains veneurs qui sont venus et qui n'ont pas de chevaux. Et donc, il y a toujours dans un coin un loueur de chevaux. Là, imaginez la situation. Je suis à pied pour suivre cette chasse. Je vais voir le loueur qui me dit « Tiens, là, j'ai le cheval qu'il vous faut. » Je tourne un peu autour. Attention, il peut botter. Mais rassurez-vous, il vous amènera au bout de la chasse. Dernière petite recommandation, il a une bouche en béton. Mais vous verrez, vous m'en remercierez à la fin de la chasse. On prend avec des pincettes ce cheval et il nous amène à la fin de la chasse. Celui-là, on le connaît. On n'aimerait pas forcément l'avoir dans ses box, mais c'est un cheval solide, fait pour la chasse et qui passera partout. Voilà ce que veut raconter Gaston d'Illiers. Là, c'est une œuvre de Roger de Mainvielle. Roger de Mainvielle, également cavalier, était l'élève
en matière de... Oui, était élève en matière de sculpture de Gaston Dillier, le précédent. Et lui, il a une carrière de militaire. Il a commencé à courir des courses de militari. Et puis ensuite, comme il était très bon cavalier, il est rentré au Cadre Noir. Et donc, là, il nous présente la courbette, air du Cadre Noir, qu'il connaissait bien, puisque, je ne dirais pas qu'il s'est fait un autoportrait, mais oui, il a fait cet exercice. Donc là, on voit position du cavalier et du cheval qui sont totalement exactes. Voilà. Alors là, non. Voilà. Ah. Là, il s'agit d'une œuvre de Arthur du Passage. Arthur du Passage, également aristocrate, il avait un château Frohen en Picardie, et il a été militaire, il a fait une mauvaise chute de cheval, ce qui a fait qu'il était très handicapé, il pouvait encore monter à cheval, mais se déplacer en fauteuil roulant. Enfin, c'est bizarre, il était plus à cheval qu'à pied. Et donc, tout ce qu'il a fait, c'était dans ses écuries, dans les écuries du château. Voilà. Et il présentait une œuvre par an au Salon des artistes français. Et ça, c'est également quelque chose que tout cavalier connaît. Quand vous sanglez votre cheval, 1, il se gonfle. 2, il fait mine, il ne tapera jamais, mais il fait mine de préparer un coup de botte. Et devant, il fait mine également de s'en prendre à quelqu'un qui n'y est pour rien d'ailleurs, le chien. Donc ça, c'est des attitudes bien réelles. Et pendant ce temps, on ne le voit pas sous cet angle. Que fait le cavalier? D'une main, il tient le contre-sanglon et de l'autre, il donne un petit coup sous le ventre du cheval pour que, instantanément, il se relâche un peu. Ce qu'il fait aussi, je ne vous le montre pas et je ne vous conseille pas de le faire, c'est le deuxième contre-sanglon, le maintenir entre ses dents. Là, moi, je n'essayerai pas. Voilà. Mais là, de toute évidence, on dit... il connaît son affaire. Hein. Là, ça, c'est aussi une attitude que vous connaissez. Vous êtes allé une première fois à la chasse à courre, vous avez suivi, vous avez bien appris les us et coutumes de la chasse, vous êtes salué tout le monde, en particulier le maître d'équipage. Puis ensuite, pendant la chasse, vous vous êtes découvert en dépassant une Amazone, vous avez demandé l'autorisation, tout va bien, vous êtes content, c'est votre première chasse à courre. Et puis à un moment donné, arrêtez à un carrefour, votre cheval, au milieu de la journée, il pisse. Et là, vous avez un vieux veneur qui arrive par derrière et qui dit « Jeune homme, vous voyez bien que votre cheval pisse, mettez-vous debout sur les étriers pour libérer le dos. » Et alors, vexé, vous le faites, en jurant qu'à la prochaine chasse à courre, c'est vous qui l'imposerez au petit jeune qui va arriver. Et c'est tout à fait ça. Voilà. Alors, ce sculpteur s'appelle John Lewis Good, qui est un sculpteur anglais, qui est peu connu parce qu'il est mort très jeune. Là, c'est amusant. C'est une œuvre d'un sculpteur qui s'appelle Jean Jouard. Alors vous allez me dire, tiens, il n'a pas de particules celui-là. Non, mais il était banquier. Enfin, sa famille était banquière. Donc, il était assez aisé. Il montait à cheval, mais pas brillamment. Mais il montait à cheval chez son ami, un grand industriel qui s'appelle Hector Francôme, et qui faisait partie, au 19e, à la fin du 19e, de l'équipe de France de dressage. Et là, de toute évidence, c'est un portrait de Hector Francôme, ça on le reconnaît, le cheval, je ne sais pas son nom, au passage. Et là, de toute évidence, l'œuvre a été conjointe entre Jean Jouard, le sculpteur, et Hector Francôme, qui lui expliquait, non, dans l'antérieur un peu plus haut, on est au passage, tu dois avoir cet équilibre, etc. Et donc ça, c'est vraiment une œuvre conjointe entre
le modèle qui connaît bien son métier de cavalier de dressage et le sculpteur qui connaît son métier de sculpteur. Et puis le dernier, ça c'est une œuvre d'un sculpteur roumain qui s'appelle Critescu, Constantin Critescu. Ce sculpteur, on ne connaît pas grand-chose. On sait qu'il a été sculpteur important en Roumanie, puisqu'il a sculpté les portraits des écuries royales. Donc, je pense qu'il était connu. Il est venu en France. On ne le connaît que par 4 ou 5 œuvres qui ont été éditées par la fonderie Sus. Donc, c'est par le catalogue de la fonderie Sus qu'on connaît ces œuvres. Elles sont de très belle qualité, peu nombreuses, et on ne sait pas quand il est mort, on ne sait pas grand-chose sur lui. Et celui-là, sur le catalogue de la fonderie, est nommé « Une question d'amour-propre ». Alors, quand une de ces œuvres passe en salle des ventes, ou bien le commissaire ne s'embête pas, il dit bon, bah, une question d'amour-propre, mettons ça, voilà. Ou bien il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et il nous dit, 2 chevaux sautant en liberté. Voilà. Mais si on s'y attache de près, on va comprendre l'explication. Là, vous voyez 2 chevaux qui ne sont pas de même nature. Celui au premier plan, il est plus costaud. On dirait, chez nous, il est plus matériel. Il a la ganache un peu plus importante, le jarret un peu gras, et surtout, c'est très clair pour tous ceux qui connaissent ça au 19e, c'est un cheval de carriole, c'est un cheval de chasse, il a la queue écourtée et la crinière tendue. Là, il n'y a pas de doute, on est bon. Donc, c'est le prolétaire, c'est un demi-sang. Et puis, derrière, vous avez un autre cheval qui, lui, est plus fin, a la queue longue, la crinière au vent. C'est un pur sang. Et on se dit, ces 2 chevaux sautent en liberté. Regardons de plus près. Oui, le pur sang est en totale liberté. On a croisé les rênes sur l'encolure. C'est son métier de sauter. Hein, hop, il va vers là-bas, il saute. Mais le prolétaire... Ah, si, j'étais bon là. Regardez, là, c'est un filet. Là, c'est pas un filet. C'est un cafeçon. Et un cafeçon pour tourner à la longe. Et pourquoi on tourne à la longe un cheval? Pour lui apprendre son métier. Donc, lui n'est pas sauteur de profession, si je puis dire. Et donc, il apprend son métier et le cavalier, il est là, à ma place, il tient la longe et il mène son cheval sur l'obstacle. Et il y a peut-être une chambrière derrière pour le pousser un peu, des fois que... et donc, c'est un exercice pour ce cheval. Et cet exercice est plutôt réussi, puisque ce cheval-là fait un saut, je dirais parfait, rond, bon départ, bien rond sur l'obstacle, pas de problème. Oh, il ne saute pas tellement au-dessus, mais c'est propre. À l'inverse, le pur sang qui saute en toute liberté et en toute dilettante, il est parti de trop loin. Alors c'est sûr, les antérieurs sont passés, mais le postérieur ne passera pas. Alors, il couche les oreilles, il se redresse, il cambre les reins, il met de côté ses postérieurs pour éviter de faire tomber la barre. Une question d'amour-propre vis-à-vis du voisin qui, lui, va bien sauter et qui est plus médiocre. Voilà toute l'histoire. Alors, quand on achète un bronze comme ça, il faut connaître l'histoire. Sinon, si c'est 2 chevaux qui sautent, ça n'a plus aucun intérêt. Alors, en conclusion, nos sculpteurs donneront toujours, nos sculpteurs, ceux-là,
Donnons toujours la priorité à l'expression plutôt qu'à l'apparence, à la posture plutôt qu'à l'aspect extérieur. Cette petite caste oubliée aujourd'hui, j'en avais repéré une trentaine à tout casser. Alors, ils ont fait peu d'œuvres, ils sont peu nombreux, et surtout, il leur faut un public éduqué. Alors, je reprends à mon compte une phrase que j'aime beaucoup de Jean d'Ormesson, je crois dans la douane de mer. Il n'y a de livres que s'il y a des lecteurs, il n'y a des cathédrales que s'il y a des fidèles. Et bien moi, je rajouterais, nos sculpteurs cavaliers n'existent que s'ils trouvent un public d'hommes de chevaux. Et sans ce public, ce travail remarquable risque d'être définitivement oublié. Et je conclurai mon exposé par une expression dont j'ai horreur au quotidien, mais qui, là, se trouve tout à fait adaptée. Merci de votre compréhension. Merci Guy.